Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur. Mon nom est Bruno Lalonde et cet atelier librairie est animé par Fabienne Roch et moi-même. Aujourd'hui, je vous relis encore un ou deux, peut-être même trois passages de Vie et Destin de Vassili Grossman. Et je le lis lentement, selon mon habitude. Et d'autant quand je sais que j'ai affaire à une... Ben de toute façon, j'allais dire je ne lis que de bons livres. Ben oui, je ne lis que de bons livres. Voilà. Je ne lis que des livres qui conviennent à ma sensibilité, à ma complexion. Je lis pour vivre, je l'ai déjà dit, je le répète souvent. Je lis pas pour savoir, de toute façon, comme dit Brel, quelle arrogance. Hein? Quelle arrogance que de croire qu'on peut enseigner quelque chose à quelqu'un. Moi, si on me dit ce que je voudrais être, en tout cas, c'est non pas un exemple, mais une sorte de maître de la passion. Hein? Et j'avais en tête, en lisant le Grossman, un commentaire que notre ébéniste, celui qui a fait les bibliothèques, celui qui a fabriqué les bibliothèques, qui a fait le plancher aussi, ce commentaire qui me faisait part, il me disait, moi je peux relire plusieurs fois le même livre, et je me sens en tant que lecteur des obligations face à un auteur qui a mis des années à écrire un livre. Et je considère que c'est presque un signe d'inélégance, d'un manque de civilisation presque, que de lire comme ça, rapidement, par-dessus la jambe, un ouvrage dont on a mis parfois des années à confectionner, à rédiger. J'ai souvent pensé à cette remarque-là. Je me disais, ah, c'est drôle. L'éthique d'un lecteur. On ne passe pas rapidement devant le travail acharné, assidu, compétent, mis dans un livre. Vassili Grossman a mis 10 ans à écrire Vie et Destin. Est-ce que je pourrais lire et lire encore pendant 10 ans Vie et Destin pour enfin m'approcher à la hauteur de l'éthique de cet auteur idéal, de ce lecteur idéal, dis-je. Pardonnez-moi, la librairie est ouverte et j'ai cru entendre un bruit. C'est que malgré cette journée caniculaire assez terrible, hein, cette impression que nous sommes dans l'étoile mystérieuse, hein, et qu'on imagine voir apparaître Philippilus, hein, le fameux prophète, qui nous annonce là, que la fin est proche. C'est drôle, beaucoup de gens m'ont fait part de ce sentiment-là d'extrême finitude. Alors, où en étais-je donc? Alors, oui, lire et relire, ben, les grands croyants, les grands priants, chrétiens ou musulmans ou juifs ou bouddhistes, relisent et méditent sans relâche les mêmes textes. Considèrent que quelques livres suffisent à former et à entretenir un esprit face à la vie. J'ai raconté sur ma page Facebook, je suis assez bavard sur ma page Facebook, un jeune ami qui a commencé à fréquenter ma librairie au milieu des années 90. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer. Et il me disait combien il avait détesté ses études en philo. Car lui, ce qui l'intéressait, c'était la connaissance de soi, le souci de soi. Et qu'il avait été assez découragé par l'histoire de la philo, et par cette sophistication artificieuse, selon lui, et qu'un jour, il avait eu Claude Lévesque comme professeur en cours sur Derrida,
Et il avait écrit un texte de pure fumisterie et il avait obtenu une note de A+. À la suite de quoi, il a décidé d'abandonner l'université. Et il est devenu trader à New York. Et il était là en 2008 quand il y a eu la crise financière. Et lui, il est certain, ce jeune homme-là, qui est de moins en moins un jeune homme, disons-le, certain que le système tient par le Saint-Esprit, que le système financier peut s'écraser à tout moment, et comme plusieurs, il est étonné de voir qu'il tient encore. Alors, je vais vous lire, en tout cas, un passage que je vais vous lire. J'espère vous le lire correctement. J'ai été frappé par la subtilité, l'intelligence de ce commentaire sur le temps, les orphelins du temps. Voilà. On aurait dit que la musique lui avait fait comprendre le temps. Le temps est le milieu transparent où les hommes naissent, se meuvent et disparaissent sans laisser de traces. Dans le temps naissent, puis disparaissent les cités. Le temps les apporte et les emporte. Mais une toute autre compréhension du temps venait de naître en Krimov. Cette vision particulière qui fait dire « de mon temps, ce n'est pas notre temps ». Le temps se coule dans l'homme, dans les temps. Il s'y niche, et puis le temps s'en va, disparaît, alors que l'homme, l'État, reste. L'État royaume est resté, mais son temps est parti. L'homme est là, mais son temps s'est envolé. Où est-il? Voici un homme, il respire, il pense, il pleure. Mais ce temps unique, particulier, qui lui est propre et qui n'appartient qu'à lui, est parti, envolé. Ce temps a disparu, mais l'homme reste. Rien n'est plus dur que d'être orphelin du temps. Rien n'est plus dur que le sort du mal-aimé qui n'est pas de son temps. Les mal-aimés du temps se reconnaissent sur le champ, dans les services du personnel, dans les comités du parti, dans les sections politiques de l'armée, dans la rédaction, dans les rédactions des journaux, dans la rue. Le temps n'aime que ceux qu'il a enfantés. Ses enfants, ses héros, ses travailleurs. Jamais, jamais il n'aimera les enfants du temps passé. Et les femmes n'aiment pas les héros du temps passé. Et les mères n'aiment pas les enfants des autres. Tel est le temps. Tout passe et il reste. Tout reste. Seul le temps s'en va. Comme le temps passe facilement et sans bruit. Hier encore, tu étais sûr de toi, gai, plein de force, fils de ton temps. Mais aujourd'hui, un autre temps est là. Et toi, tu ne t'en es pas rendu compte. Le temps que le combat avait déchiqueté sortait du violon en contreplaqué du coiffeur. Le violon disait aux uns que leur temps était venu, aux autres que leur temps était fini. Oui. Alors, un client. À demain.